Bonjour à tous et bienvenue sur Exo SVT. Donc sur Exo SVT, aujourd'hui, on va voir un exercice type 2, donc pratique du raisonnement scientifique, ce qu'on peut appeler une étude de doc. Donc voilà, donc l'objectif de cette chaîne, ça va être de vous faire réviser en vous faisant faire des exercices. Donc vous allez retrouver le PDF de cet exercice-là dans la description de la vidéo. Ok, donc vous pouvez le télécharger, vous pouvez, donc si vous le souhaitez, essayer de le faire dans un premier temps tout seul sans regarder donc la correction que je vais vous faire. Ok. Donc voilà, donc l'idée dans un premier temps, c'est peut-être d'abord de faire l'exercice de votre côté. Et puis après, bah, vous regardez la suite de la vidéo, vous regardez la correction, et puis à partir de la correction, vous essayez de modifier l'écrit que vous avez fait, pour voir si vous avez bien compris, vous réentraînez. Donc la réussite va se faire dans l'entraînement, dans l'entraînement, dans l'entraînement. Donc si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo plus tard sur qu'est-ce qui marche pour réussir, pour la mémorisation, pour s'entraîner, pour réussir les exercices, tout ce qui vient des sciences cognitives. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Une petite vidéo là-dessus sur comment apprendre à apprendre, ça c'est très important. Après, il y a déjà des vidéos qui existent là-dessus, donc c'est pour ça que je vais en faire éventuellement s'il y a une demande, mais après vous trouverez de bonnes ressources également là-dessus. Alors, donc là, on va se reconcentrer sur le sujet. Donc là, on est sur un sujet de première spécialité SVT, sur le thème sur la géologie, sur le chapitre 2 qui va concerner la mobilité des plaques. Et dans ce chapitre-là, il s'agit de démontrer qu'on a bien une mobilité horizontale des plaques lithosphériques, notamment à travers différents arguments. Ok. Et donc dans ce sujet-là, on va reprendre un petit peu tous les arguments que vous avez pu voir en classe, appliqués à l'Islande. Donc la consigne est la suivante. Donc à partir des documents mis en lien entre eux et avec vos connaissances, démontrez que l'Islande est sur une dorsale. Vous indiquerez les mouvements relatifs entre les deux plaques, leur vitesse et la vitesse d'expansion de la dorsale. Donc là, très important, dans un premier temps, on lit bien la consigne et on essaye de comprendre un petit peu de qu'est-ce qu'il faut faire et voir comment on va pouvoir organiser notre réponse. Ok. Donc là, très concrètement, il faut démontrer que l'Islande est une dorsale. C'est ça votre objectif. Dans votre introduction, donc vous réexpliquez rapidement le sujet, mais vous devez mettre une problématique, et votre problématique, c'est pourquoi l'Islande est sur une dorsale. Ok. Donc quels sont les arguments pour dire que l'Islande est sur une dorsale? Quels sont les arguments qui montrent que l'Islande est sur une dorsale? Ok. Donc c'est ça votre problématique, et il faudra ne pas perdre ça de vue quand vous allez rédiger votre réponse. Ok. Et le deuxième point, il va falloir indiquer les mouvements relatifs entre les deux plaques. Si vous avez une dorsale, bah, c'est une limite entre deux plaques. Et la vitesse d'expansion de la dorsale. Ok. Alors, trop souvent, j'ai des élèves qui vont me faire une partie sur les arguments pour une dorsale et une partie sur les mouvements relatifs et la vitesse d'expansion. Alors, c'est pas complètement faux, mais vous pouvez intégrer les deux à la fois. Ok. Bon, on va voir, il y a plusieurs manières de faire, mais l'idée c'est qu'il y ait une certaine logique, une certaine cohérence, et ça souvent vous avez un petit peu de difficulté. Vous avez du mal à prendre du recul sur le sujet et sur les documents. Bon, ça, on arrivera à la fin, on verra un petit peu comment on peut organiser tout ça. Dans un premier temps, quand vous avez une étude de doc, donc là il y a quand même pas mal de documents. Voilà, alors après, il y a des documents qui sont analysés très rapidement, d'autres où il y a beaucoup plus de choses à dire et à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur une feuille de brouillon, de les prendre un par un, et puis de noter un petit peu tout ce qu'on peut dire sur ces documents-là. Rappelez-vous de la démarche d'étude de documents qu'on a en bac SVT, parce que là on est en première, il n'y a pas de bac, enfin il n'y a pas d'épreuve de bac, mais on s'entraîne déjà pour le bac d'SVT de terminale. Et puis c'est aussi une méthode qu'on demande en seconde, voire même au collège. C'est le je vois que, or je sais que, j'en déduis que. Donc vraiment ne pas perdre ça de vue, j'observe quelque chose, j'en déduis quelque chose. Le or je sais que, ça va faire référence à des connaissances ou à des éléments qui sont issus des documents. D'accord. Donc souvent vous avez un petit peu de difficulté dans le or je sais que. Donc on verra ça, donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner pour sentir un peu le truc et saisir les informations. On verra également à la fin le barème. Ok, donc le barème type bac d'études de documents, de quoi il se compose. Si vous comprenez bien le barème, vous pouvez voilà, adapter un petit peu ce que vous faites, et vous verrez par exemple que les connaissances ont beaucoup moins de poids que la méthode en elle-même. Donc très important d'axer sur la méthode. Un élève qui va avoir de super connaissances, de super analyses, mais une méthode qui est nulle, qui est pas bonne, il va perdre des points. C'est dommage.
Alors, donc on y va, on va faire le petit travail de brouillon, je regarde les documents, je tire des connaissances, et moi en même temps, en incrustation sur les documents, je vais vous résumer, je vais vous mettre donc le je vois que, or je sais que, j'en déduis que pour chaque document. Ok? Voilà, et donc après on verra comment on organise ça, mais déjà si vous faites ça sur votre feuille de brouillon très rapidement, je vois ça, or je sais, j'en déduis. Donc premier document, on a une carte géologique simplifiée de l'Islande. Qu'est-ce qu'on observe? Donc on va regarder la légende déjà. On a ici des couleurs qui correspondent à des roches, et notamment des roches volcaniques d'âges différents. Les sédiments récents, on s'en fiche, ça va pas nous intéresser. Par contre, là, les roches volcaniques, bah déjà, ok, il y a des roches volcaniques, donc du volcanisme, et en plus, il y a des volcans. Ok. Euh, Ensuite, on va regarder l'âge des roches, et là, on observe qu'il y a une zone ici, au centre, jaune, qui est constituée de roches récentes, et quand on s'éloigne de cette zone-là, les roches deviennent de plus en plus anciennes. Ok. On a également des failles normales qui constituent l'ensemble. Donc là, on va pouvoir déjà faire une première analyse. Donc qu'est-ce qu'on voit? Je vois au centre de l'Islande des roches plus récentes, et quand je m'éloigne de cette zone de roches plus récentes, cette zone centrale, eh ben, l'âge des roches augmente. Il y a en plus des volcans dans cette zone-là, et il y a des failles normales. Or, je sais que. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le or, je sais que? On va mettre des connaissances. Vous avez dû voir en cours les caractéristiques d'une dorsale, et c'est ça qu'il va falloir réinjecter à chaque fois après le je vois que. La dorsale, vous avez dû voir qu'il y a un mouvement divergent, et que suite à ce mouvement divergent, donc ce mouvement divergent, il est créé par la création de matière au niveau de la dorsale. Donc en fait, il y a un volcanisme qui va créer des roches, basalte, gabbro, et ces nouvelles roches qui vont arriver au niveau de la dorsale vont pousser les anciennes sur l'extérieur. Et comme elles poussent les anciennes sur l'extérieur, eh ben, les jeunes vont être au centre et les plus vieilles vers l'extérieur. Donc c'est ce qu'on voit ici. En plus de ça, donc vous avez un volcanisme associé au niveau des dorsales, et puis les failles normales, elles sont associées à un mouvement divergent. Ok, également, ça c'est au programme concernant cette partie. Dans un mouvement divergent, vous avez la formation de failles normales. Donc là, dans le or je sais que, vous allez pouvoir mettre or je sais qu'une dorsale est caractérisée par des roches d'âge récent au centre et des roches qui deviennent de plus en plus vieilles quand je m'éloigne de l'axe de la dorsale. Il y a également un mouvement divergent caractérisé par des failles normales, ainsi qu'un volcanisme. J'en déduis donc qu'il y a une dorsale au niveau de l'Islande. Ok. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'analyse qu'on peut faire sur ce document-là. En plus de ce document-là, j'ai des enregistrements GPS. Donc un petit rappel, donc le GPS c'est quoi? En gros, vous avez un point, enfin un capteur sur la Terre, et on va définir sa localisation en latitude et en longitude et en altitude. Voilà, donc on va dire, voilà, c'est tant de degrés en latitude, en longitude. Et puis là, c'est suivi sur plusieurs années. Donc on va pouvoir suivre les coordonnées d'un point en fonction du temps. D'accord? Donc c'est ce qu'on a ici. Ok? Donc ça va nous permettre de déterminer le sens de déplacement, et également on va pouvoir mesurer ce déplacement. Donc on va pouvoir faire une pierre deux coups. Donc là, ce qui est important aussi dans ces études de doc, c'est faire des transitions. Donc là, on peut très bien faire une transition après avoir mis en évidence qu'on a déjà des arguments de dorsale, de dire, eh ben, on peut s'intéresser, voilà, quel est ce déplacement de ces deux plaques séparées par une dorsale. Bon, c'est ça un exemple. Après, ou alors vous pouvez mettre ça de côté et intégrer les autres documents. On va voir ça un peu plus tard. Ça, c'est vraiment au choix. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'évolution de la latitude en fonction du temps. La latitude, donc je vous rappelle, c'est la distance par rapport à l'équateur. Ok. Donc l'équateur, ça va être la ligne qui sépare l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et vous, quand vous allez vers le pôle nord ou vers le pôle sud, eh ben, vous changez de latitude. La longitude, ça va être si vous allez vers l'ouest ou vers l'est. Ok. Donc en fait, alors je vous ai préparé un petit schéma ici avec donc la solution de l'exercice. Donc, faut y faire un petit graphique de cette manière-là. Vous allez avoir le nord, le sud, l'ouest et l'est. La latitude, donc c'est l'axe nord-sud, et la longitude, l'axe ouest-est. Si vous voulez vous en souvenir, en gros, la latitude, souvent, quand on parle de différence de latitude, c'est un lien avec le climat. Et donc, vous savez très bien que le climat est lié à la position par rapport à l'hémisphère, enfin par rapport à l'équateur. Ok. Quand vous êtes
à une latitude qui est très importante, vers les pôles par exemple, bah, il fait froid, et quand vous êtes à une latitude faible, donc au niveau de l'équateur, il fait plus chaud. Donc ça, c'est dû à la sphéricité de la Terre et la quantité d'énergie reçue par le Soleil. Voilà, c'est un exemple si vous voulez vous en rappeler, sinon il faut l'apprendre par cœur. Voilà. Et donc il faut imaginer que ça c'est un graphique avec ici l'origine, hein, 0, et là on est dans le positif, là on est dans le positif, donc x, y, et là on est dans le négatif de x et dans le négatif de y. Donc si j'ai une évolution qui se fait positivement de ma latitude, ça veut dire que je vais aller dans mon graphique de manière positive, donc là vers le nord, et donc j'ai un déplacement vers le nord. À l'inverse, là, ici, j'ai une longitude qui diminue en fonction du temps, donc par rapport à mon graphique. Donc ma longitude, je vais avoir une valeur négative, donc je vais aller vers l'ouest. Ok. Donc là, ça veut dire que pour le premier point, le point qui est à Reykjanes, je ne sais pas trop comment on dit, mon islandais est un peu rouillé, on a un déplacement donc vers le nord, un déplacement vers l'ouest, et donc on a la somme de ces deux vecteurs, qui va être donc un déplacement vers le nord-ouest. Maintenant, on va s'intéresser on va s'intéresser à l'autre, d'accord? Donc vous voyez qu'il y a des chiffres, etc. J'ai déjà anticipé quelque chose après. Donc là, pour le moment, ok, déplacement vers le nord-ouest. De l'autre côté, on a quelque chose de positif à Ofna, et puis en longitude, c'est positif. Donc les deux sont positifs. Donc si c'est positif, ça va vers le nord, rappelez-vous, c'est comme si c'était un graphique XY. Et là, si c'est positif, ça va vers l'est. Voilà. Donc on a un déplacement vers le nord-est. Donc en gros, on a sur ma carte ici, tac, je vais dessiner une petite flèche. Là, j'ai un déplacement vers le nord-ouest, et là, j'ai un déplacement vers le nord-est. Donc, on a des déplacements qui sont opposés. Ça veut donc dire que j'ai bien un mouvement divergent, et donc j'ai bien une frontière divergente entre mon point de Reykjanes et mon point de Höfn. Ok. Et donc, comme la seule limite de plaque divergente que je connais, c'est la dorsale, j'en déduis qu'il y a une dorsale. Ok. Donc là, dans votre synthèse, c'est pareil, vous pouvez, voilà, donc après avoir mis en évidence, comme je viens de faire, je vois qu'il y a un déplacement vers le nord-ouest à Reykjanes et un déplacement vers le nord-est à Höfn. Ces déplacements sont opposés. J'en déduis qu'il y a un mouvement divergent. Or, je sais que le seul mouvement divergent qui existe, c'est la dorsale. Donc, j'en déduis qu'il y a bien une dorsale entre Reykjanes et Höfn. Ok. Donc, ça fait un argument supplémentaire. Maintenant, on va pouvoir quantifier ce déplacement à l'aide du GPS. Donc, autant, tant qu'on est dans le GPS, autant traiter du GPS. Après, vous pouvez aussi le faire plus tard, éventuellement. Mais voilà, mais c'est bien peut-être d'attaquer les documents tant qu'on est dessus et pas y revenir après, plus tard. Après, c'est un peu le bazar. Donc, quand on veut une vitesse de déplacement, on veut une vitesse, et une vitesse, c'est la distance sur le temps. Rappelez-vous, hein, une vitesse, vous connaissez hein, des unités de vitesse, vous connaissez les kilomètres-heure, ok, par exemple. Donc les kilomètres-heure, c'est une distance sur du temps. Donc ça sert à rien d'apprendre les formules par cœur, V égale D sur T, vous connaissez les formules en fait. Donc, il va falloir savoir sur une distance, donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc par exemple, là, quand j'ai ma distance qui évolue de 10 cm, sur combien de temps ça se fait? En gros, c'est ça la vitesse. Donc là, quelle évolution de temps j'ai pour une certaine distance? Donc là, je mesure une distance de 10 cm, je fais une lecture graphique, et ben je vais avoir une évolution de ce temps-là. Donc finalement, mesurer la vitesse, ça revient à quoi? Ça revient à faire quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire YB moins YA sur XB moins XA. Ça sert, en fait, ça revient à déterminer le coefficient directeur de la droite. D'accord? Et donc, on peut très bien calculer le coefficient directeur de la droite graphiquement, mais il vous est donné ici. D'accord? Donc là, il est en millimètres par an. Alors moi, je vais transformer ça en centimètres par an parce que c'est l'unité la plus appropriée quand on mesure des déplacements de plaques. Ok? Et donc pareil ici, là on est à moins 9 mm, donc moins 0,9. Ok? Alors concrètement, comment on va faire? Donc je reviens sur mon petit schéma. J'ai mesuré, donc on me dit j'ai un déplacement vers le nord de 2 cm par an. Ok? Donc ça veut dire que là, ma droite qui est ici, elle va à 2 cm par an. Là, ici, là j'ai une vitesse de 1 cm par an vers l'ouest. Mon résultat, c'est ça. D'accord? L'ensemble ici, ça me dessine un rectangle. Et ça me dessine deux triangles rectangles. Ok? Donc nous, ça revient à déterminer x. Ça, on peut le transposer très bien ici. Ok?
Et donc du coup, je connais la valeur de mon côté de mon triangle ici qui est de 1, et là de 2. X, je vais pouvoir appliquer Pythagore pour trouver la valeur de x. Donc x est égal à la racine de 1 au carré plus 2 au carré, et donc après application numérique, ça fait 2,23 cm par an. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, à Hoffn, j'ai également donc, les mesures de coefficient directeur qui sont données ici, donc c'est-à-dire la vitesse. Donc là, j'ai 1,3 cm par an vers l'est, 1,5 vers l'ouest, vers le nord, pardon. Donc ça, je peux le transposer ici. J'ai donc mon triangle rectangle avec 1,3 là, 1,5 ici. Moi, je veux déterminer ma flèche verte, et c'est égal, donc x, la racine de 1,5 ici au carré, plus 1,3 au carré. Je fais l'application numérique, ça me fait 1,98 cm par an. Ok? Donc, là, vous voyez, on va un petit peu loin quand même, mais c'est un attendu hein, de niveau première spécialité. Vous devez être capable de savoir faire ça. Et donc, voilà, on peut estimer donc, le déplacement des deux points, 2,23 cm et 1,98 cm par an. Ok, donc vous voyez, donc là, dans ce document-là, on a dit pas mal de choses. On va voir les documents suivants. Document 3. Donc dans ce document 3, on a un profil tomographique qui passe par l'Islande. Qu'est-ce que c'est qu'un profil tomographique? Donc, vous avez dû voir en cours, notamment dans le chapitre 1, la vitesse des ondes sismiques qui est conditionnée par la nature des roches, par la densité, voilà. Et donc, à partir de là, on connaît la valeur moyenne de déplacement des ondes sismiques. Si on a un écart par rapport à ce déplacement, cette vitesse moyenne de déplacement, eh ben, on va avoir une anomalie qui est positive ou négative. Donc positive, voilà, on a une accélération des ondes sismiques, et négative, on a un ralentissement des ondes sismiques. Ok? Donc c'est ce qu'on observe ici. Là, on a une grosse zone de ralentissement des ondes sismiques. Un petit peu d'accélération, mais globalement, on a un gros ralentissement au niveau de l'Islande. Ok? Vous avez dû voir en cours, donc ça c'est l'observation, je vois qu'il y a voilà, une diminution de la vitesse des ondes sismiques. Or, je sais que quoi? Vous avez dû voir en classe que les ondes sismiques étaient ralenties dans un milieu qui était plus chaud. Donc là, vous allez dire ça. Or, je sais que les ondes sismiques sont ralenties dans un milieu qui est plus chaud. J'en déduis donc que sous l'Islande, il y a un manteau, parce que là on est dans le manteau, ici, un manteau qui est anormalement plus chaud. Et donc ça va être un nouvel argument pour dire qu'il y a une dorsale, parce que je sais que sous une dorsale, j'ai un manteau qui est plus chaud, je peux même aller plus loin, avec des mouvements de convection qui sont ascendants, voilà, donc plus chaud, qui remontent vers la surface, vers la lithosphère. Ok? Donc ça va être un lien direct peut-être avec un autre document qu'on va voir après. Dans le document 3, on a tout simplement la répartition des foyers sismiques et des volcans. Qu'est-ce qu'on voit? Au niveau de l'Islande, beaucoup de volcans, comme on a vu dans le document 1, quelques séismes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces séismes-là, ils se prolongent, voilà, ils passent par l'Islande et ils se prolongent au niveau de la dorsale médio-atlantique. Ok? Donc là, alors, là ici, on a plein de séismes qui sont alignés. Or, je sais qu'une dorsale est caractérisée par un alignement de séismes et de volcans, d'accord? Il y a les deux, vous avez des séismes et des volcans qui sont alignés. Le fait que ça soit une ligne, c'est une caractéristique des dorsales. J'en déduis donc qu'on a un nouvel argument pour dire qu'il y a une dorsale au niveau de l'Islande. Ok? Donc voilà, donc là, ça vous fait un nouvel argument. Ensuite, ici, le flux géothermique. Donc l'Islande est au niveau du rectangle. Qu'est-ce qu'on observe? On voit que le flux géothermique est plus fort au niveau de l'Islande, mais également de part et d'autre, d'accord? Et or, je sais qu'une dorsale est caractérisée par un flux géothermique qui est élevé. Donc j'en déduis qu'il y a une dorsale au niveau de l'Islande. Ok? Et vous voyez qu'il y a même une continuité avec la dorsale en fait de part et d'autre de l'Islande. Ok, donc ça pareil, ça c'est quelque chose que vous avez dû voir ça en classe, le flux géothermique qui est plus fort au niveau des dorsales. Et enfin, le dernier document, vous avez l'âge du plancher océanique au niveau de l'Islande. Donc là, on a quelque chose qui est dézoomé, hein, on a un peu la même échelle que tout à l'heure. Ce document-là, il va nous servir déjà pour observer la même chose qu'on avait vu dans le premier document, à savoir que là, vous avez une augmentation de l'âge quand on s'éloigne de l'axe supposé de la dorsale. Donc là, on a l'Islande, on avait vu qu'au milieu de l'Islande, on supposait qu'il y avait une dorsale, et quand on s'éloigne, on a un âge qui augmente. Donc ça, c'est compatible avec le fonctionnement d'une dorsale. Donc là, on va pouvoir dire, or je sais que
Une dorsale est une frontière divergente avec une augmentation de l'âge des roches quand je m'éloigne de l'axe de la dorsale. Donc j'en déduis qu'il y a bien une dorsale au niveau de l'Islande. Donc là, au niveau de la démarche, on pourra dire quelque chose comme ça. Mais il va également nous servir à estimer la vitesse d'expansion. Donc la vitesse d'expansion, ça va être quoi? Ça va être la quantité de matière fabriquée sur une période de temps. Ok. Donc là, on imagine ici la surmontrée que je viens de dessiner. Tout ça, ça a été fait sur une période de temps de 0 à 10 millions d'années. Donc en 10 millions d'années, j'ai fait tout ça comme matière. Et donc il va falloir que je calcule la création de matière en distance sur une unité de temps. Donc, il va falloir d'abord que je calcule la distance que j'ai là et que je divise par 10, qui est le temps, le temps écoulé pour la création de cette matière. Donc, pour que je calcule la distance, il faut que je mette de l'échelle. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce genre de petits tableaux, c'est des tableaux de proportionnalité, où vous allez avoir d'un côté ce qu'il y a dans le dessin, ou sur le sujet, sur la copie, quoi, donc ce que vous avez en papier, et ce qu'il y a dans la réalité. D'accord? Donc là, j'ai mis par exemple le trait sur le dessin que j'ai mesuré, il fait 1,5 cm. Dans la réalité, c'est ce que je veux déterminer. C'est égal à x. Ok. Et puis l'échelle va me permettre de faire une équivalence entre dessin et réalité. Le trait de mon échelle, quand je le mesure à la règle, il fait 4,5 cm. Ok. Dans la réalité, il fait 500 km. C'est les données que j'ai là. 500 km, et là je mesure le trait blanc, il me fait pour moi 4,5 cm. Peut-être que pour vous, il fera une autre taille. D'accord? Il faut adapter en fonction de la taille que vous avez sur votre document. Ensuite, il s'agit juste de faire un produit en croix. Donc 1,5 fois 500 divisé par 4,5. Et là, on obtient donc 167 km. J'ai donc eu 167 km, hop, fait sur 10 millions d'années. Donc là, je vais pouvoir mesurer ma vitesse, d égale d sur t, 167 divisé par 10, ça me fait 167 km par million d'années. Ok? Bon, l'unité kilomètre par million d'années, c'est pas faux, mais c'est un peu maladroit. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai du mal à me représenter ce que c'est qu'un kilomètre par million d'années. Un kilomètre, je vois à peu près, mais un million d'années, j'ai du mal, d'accord? J'ai une espérance de vie de 70, 80 ans, 100 ans, un grand max. Alors, un million d'années, c'est impossible de concevoir ça mentalement. Donc, on va adapter ça en centimètres par an, ce qui est l'unité qu'on utilise globalement pour une vitesse de déplacement de plaque. C'est facile à intégrer pour un cerveau humain. Et c'est ce qu'on avait fait précédemment pour les autres calculs de vitesse. Donc on va convertir les kilomètres par million d'années en centimètres par an. C'est très simple. 1 kilomètre, ça fait 10 puissance 5 cm. 1 million d'années, ça fait 10 puissance 6 années. Je vais diviser 10 puissance 5 par 10 puissance 6, donc ça revient à faire 10 puissance 5 moins 6, okay, si vous vous souvenez de vos cours de maths. Et donc ça fait 10 puissance moins 1. Et donc si je multiplie 16,7 fois 0,1, ça fait 1,67 cm par an. Et donc là, on a mesuré notre vitesse d'expansion. Ok? Donc on a fait le tour de tous les documents. On va voir maintenant un petit peu comment on va organiser notre synthèse. On va passer à la dernière partie sur la correction. Ok, donc je vais vous proposer un exemple de correction et avant ça, je vais vous parler du barème. Donc ça, c'est un barème type bac. Alors, les points peuvent changer, la disposition des points, notamment en terminale, parce que vous allez avoir un exercice sur 7 ou 8 points. Là, c'est sur 10, mais ce sont les mêmes critères. Donc, à savoir la démarche. Donc, super important, très important de soigner votre démarche. Je vois, je déduis. Ok, je vois que, or je sais que, je déduis que. Évitez de commencer par la réponse, ok, et après vous dites car, d'accord? Donc ça, on n'aime pas ça, il faut vraiment partir des documents. Et donc, ensuite, l'analyse des documents, d'accord? Est-ce que les documents sont bien analysés, etc. Et enfin, l'exploitation, et notamment, ce qui est super important, donc là, vous voyez, notamment la mise en relation. On est ici à l'échelle des mises en relation, comment les informations et les connaissances sont-elles exploitées pour répondre aux problèmes. Donc, le lien avec le problème. Donc ça, c'est super important, parce que souvent, vous avez un petit peu de mal sur l'exploitation des documents, à comment vous faites le lien entre vos déductions et la réponse à la problématique. Voilà, souvent vous allez faire des déductions, ok, mais c'est pas connecté au problème. Donc faites bien le lien avec le problème. Alors là, c'est un exemple ici de correction. Donc voilà, donc là, là je vous ai mis, donc, dans cet exercice, on peut regrouper les documents en différentes parties, ok, correspondant aux marqueurs.
Donc c'est un exemple, ok? Voilà. Donc dans cet exercice, on peut regrouper les documents dans différentes parties correspondant aux marqueurs associés à une dorsale. Donc vous allez voir, mais on peut très bien faire, voilà, une partie avec les marqueurs sismiques, avec les marqueurs thermiques, avec les marqueurs pétrologiques, donc c'est des roches. Voilà, donc ça dépend comment